Je suis Nicolas et vous écoutez Perso par Capsule. Bonjour à tous, bienvenue sur Perso. Je m'appelle Nicolas et je vous accueille ici sur ce podcast accueilli par Capsule et j'ai avec moi Louise. Nous allons parler ensemble, dans le cadre de ce podcast, des personnages de jeux de rôle que nous jouons en jeu de rôle sur table et du rapport avec notre propre identité. De mon côté, je pratique le jeu de rôle depuis un long moment, je suis présent sur les réseaux, j'en discute volontiers, et j'ai avec moi Louise. Louise, est-ce que tu saurais nous dire qui tu es? Bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 32 ans depuis hier. Je travaille en freelance, en ligne et pour moi, le jeu de rôle, c'est une manière, de m'évader et d'explorer un peu ma créativité, tout en découvrant plus de choses dans l'univers, médiéval fantasy et dans l'espace. Ce sont un peu mes 2 sujets préférés. Voilà. Ce sont des choses que tu explores avant tout dans le jeu de rôle ou c'est où tu avais une affinité littéraire dans ces univers-là avant d'arriver au jeu de rôle? Oh, très bonne question. Je pense que c'est 2 choses qui se nourrissent l'une l'autre. Tu trouves dans des livres des éléments que tu apprécies et que tu réutilises après dans tes personnages ou dans les scénarios que tu écris et les scénarios que tu mets en scène ou le jeu que tu crées pour, tes joueurs, te donne envie d'explorer plus l'univers dont tu t'es inspiré peut-être ou de chercher d'autres auteurs que tu connaissais pas. Donc ce sont 2 choses qui se nourrissent, je pense. Quelque chose qui me semble aussi intéressant, c'est que tu parles de jeu comme un moyen d'expression personnelle. S'il y a une affinité culturelle autour de ça, est-ce que ce sont aussi des choses du coup qui te parlent avec un angle très personnel et intime? Je pense oui, parce que c'est une manière de s'évader un peu d'un quotidien qui est pas forcément aussi organisé qu'on l'aimerait ou qui est au contraire trop organisé. C'est, voi l'aspiration de partir, à l'aventure dans la forêt, je pense qu'on l'a tous dès l'enfance et c'est quelque chose qu'on peut pas forcément faire quand on est adulte, qu'on n'a pas forcément le temps et l'explorer par le biais du jeu de rôle, c'est voilà, c'est un petit retour à l'enfance qui est intéressant. Tu as évoqué la question de l'organisation, organisation insuffisante ou excessive, autour desquelles on peut avoir besoin de zones tampons dans le fictif. Tu m'avais confié un peu plus tôt que tu as un peu plus tendance à être maître du jeu que joueuse. Je pense que c'est plus facile de trouver, des joueurs que de trouver des maîtres du jeu de manière générale et à certains moments, bah, tu te dévoues un peu pour la cause et tu y prends goût. J'entends. Un peu ce qu'on appelle le forever DM, l'idée de se dévouer, donner de soi pour ça, parce qu'on a envie qu'il y ait du jeu autour de nous et être la personne qui s'y colle. Je vois l'idée et du coup, toi de ton côté, ça te permet d'étreindre des organisations qui font sens? Ou au contraire d'étreindre un chaos qui te manquerait par ailleurs? Je pense que pour moi, être, maîtresse du jeu, c'est l'occasion de voir que essayer de contrôler les choses, ça sert à rien parce que je pense que tous les maîtres du jeu ont déjà, créé, des donjons, avec toutes les pièces décrites et des personnages décrits avec leur backstory et au final, nos personnages vont pas dans le donjon et ils parlent pas à nos personnages, aux personnages qu'on a créés. Tout ce qu'on a préparé, tout ce qu'on a organisé sert un peu à rien de ce côté-là et c'est une bonne leçon pour moi, pour le quotidien. C'est une bonne leçon pour le quotidien parce qu'à côté de ça, dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours, tu as tendance à être quelqu'un de plutôt très organisé, très carré, qui peut-être a tendance à trop, cadrer ces choses-là? Oui. Oui. Alors c'est personnel évidemment, c'est quelque chose par rapport à ma personnalité, mais c'est aussi un besoin professionnel. Mon travail, en gros, c'est d'être assistante administrative et c'est nécessaire pour moi d'avoir, tout qui est catégorisé, organisé, de rappeler aux gens les rendez-vous, les meetings, les choses comme ça. Et d'un côté, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je trouve beaucoup de réconfort là-dedans, mais de l'autre, je sais que c'est pas forcément, positif pour moi sur, le long terme et que laisser un peu de place à l'inattendu et au chaos, c'est une bonne chose
et par le biais d'être maître du jeu, ça arrive assez régulièrement que ça n'aille pas du tout dans la direction qu'on souhaite et c'est comme une thérapie, mais en version léger, tu vois? Microdose. Je vois l'idée, je vois l'idée. C'est assez malin, comme manière d'approcher ça. Aussi parce que tu y arrives avec des attentes ajustées. Tu n'es pas en train de prendre Mmh. ceci pour réellement une thérapie complète, Oh non, donc non, non, pas du tout. J'ai très bien. déjà un thérapeute, pas besoin de mes joueurs sont pas là pour, pour ce travail, non, non. Grâce au jeu de rôle, tu as ce rappel dans tes fonctionnements et dans ton rapport aux autres, que lâcher la bride peut être quelque chose de positif, de riche, qui t'apporte des choses. Oui, oui. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse un petit tour d'horizon, pas forcément complet, mais que tu me parles un peu de ce que tu as déjà joué. Si je te demande de parler de ton expérience, vers quoi tu iras? Est-ce que tu iras vers certains jeux en particulier, vers certains personnages, vers certaines campagnes? Qu'est-ce qui t'a marqué et qu'est-ce qui fait partie de ton parcours, à ton sens? Hem et quelles sont les premières choses qui te viennent en tête quand je te demande ça? Je pense que la première chose qui me vient en tête, c'est le nom des systèmes, notamment voilà, Donjons et Dra la 3.5 et la 5e, hein. Pathfinder, Lamentation of the Flame Princess aussi. Dernièrement, je suis en train de lire, Stars Without Numbers, pardon, qui est un système qui se passe dans l'espace et j'aimerais bien le mettre en place un jour. Sinon, j'ai principalement joué avec, des homebrew, donc on fait un peu tout ça à sa sauce ou jouer avec des systèmes d'amis pour les essayer. Notamment, j'ai joué à Warhammer 40K avec un système un peu maison et c'était plutôt intéressant, assez facile à comprendre, c'est voilà. Je remarque la qualité de ton accent. Je sais par ailleurs que tu habites à l'étranger. Ah oui, mmh. Tu joues en anglais? Entièrement, oui. Ah! J'ai pas joué en français depuis depuis le lycée, donc ça fait plus de 15 ans maintenant. Tu as une pratique qui est essentiellement, anglophone dans ton parcours en général? Oui, même au quotidien, hein, je parle français assez rarement au quotidien. C'est plutôt l'anglais ma langue de communication et par conséquent, je l'essentiel des termes et l'essentiel des rôles, par exemple, ou des classes ou des rangs, des trucs comme ça, je les connais principalement en anglais. J'ai pas forcément les mots en français pour le décrire. D'accord. C'est des choses qui me touchent de près pour le coup, puisque, de mon côté, je suis angliciste, j'ai fait des études d'anglais et j'ai grandi dans une famille bilingue et l'idée d'avoir des éléments de son identité liés à la langue dans la façon dont on se construit et dans la façon dont on se développe à l'âge adulte, sont des choses qui me touchent de près. De ton côté, tu dis que dans ton quotidien, l'anglais est ta langue de communication. Hem, Est-ce que du coup, tu as une part de tu dirais que ça fait aussi partie de ton identité aujourd'hui, que l'anglais est quelque chose de naturel? Est-ce que, par exemple, tu rêves en anglais? Est-ce que des plaisanteries te viennent en anglais en premier ou ce genre de choses? C'est une bonne question. Je pense que c'est kiff-kiff, c'est avec le français parce que même si je parle pas le français au quotidien, c'est quand même la langue que j'ai utilisée dans toute mon enfance, adolescence. C'est une langue que j'aime beaucoup, c'est une langue magnifique, le français. Je pense que l'anglais me vient beaucoup pour, certaines blagues, mais les mots d'esprit, les traits les plus fins, ça passe plutôt par le français qui, à mon avis, s'y prête beaucoup mieux. Et jouer un personnage par ailleurs qui quand tu joues sur une table anglaise et que ton personnage est étranger, tu peux utiliser des mots français ici et là et ça marche bien aussi. Je sais pas si tu as déjà essayé? J'ai une très, très courte expérience, de jouer en langue étrangère. C'est-à-dire que j'ai vécu au Royaume-Uni, et quand j'y ai vécu, j'ai fait partie d'un club de jeux de rôle. J'ai un peu pratiqué ça. Et un peu plus tard, j'ai eu l'occasion de mener un peu en anglais aussi quand je suis arrivé sur Lyon. Mais dans l'ensemble, la majorité de ma pratique, est en français. Mais justement, du coup, je trouve que c'est intéressant dans ce que ça pose comme rapport à l'identité, comme rapport aussi à ce qu'on construit, à ce qu'on fait varier au Mmh mh. final, parce que le jeu de rôle va nous permettre d'explorer des choses qui sont au-delà de ce qu'on connaît et de ce dont on a l'habitude, et qui peuvent nous permettre de sortir un peu de ça. Toi, du coup, tu mènes essentiellement du jeu Mmh. dans une langue étrangère, pour toi, enfin, qui n'est pas Oui, oui. ta langue natale.
néanmoins une langue que tu maîtrises, bien sans problème et tu maîtrises ceci pour d'autres personnes qui sont des anglophones natifs? Alors, comme je suis à l'étranger, j'ai joué évidemment avec, des Anglais natifs parce qu'ils étaient expatriés également. Mais, non, non, l'anglais, c'est la langue de communication de la table parce que les joueurs parlent leur langue maternelle, qui est le croate, par exemple. D'accord. Du coup, ça va être intéressant du coup de voir que vous créez quelque chose en commun, vous créez un espace fictif dans lequel vous allez pouvoir chercher des choses dans une langue qui n'est aucune de vos langues principales. C'est vrai, oui. Ça me fascine parce que pour le coup, on parle beaucoup de, par exemple, d'une langue auxiliaire ou d'une lingua franca qui a comme seul objectif d'arriver à communiquer, d'arriver à se dire les choses, d'arriver à se dire passe-moi le sel, c'est combien pour le sucre, tout ce genre de choses, qui n'a pas forcément de rapport au loisir à proprement parler, ou à la création artistique, ou à la représentation théâtrale, ou ce genre de choses. Je trouve ça drôlement intéressant du coup ce que tu dis sur le fait que tu poses cet espace avec des gens autour de toi et que vous créez quelque chose en commun dans une langue qui n'est pas votre langue native en fait. Ah, j'ai une petite anecdote à ce sujet qui va t'intéresser, je pense. Donc, tu sais que, dans le jeu de rôle, il y a des bonus, il y a des malus. Et le mot malus n'existe pas en anglais et je l'ai forcé à ma table parce que, l'équivalent en anglais, je crois que c'est penalty ou quelque chose comme ça, ne me vient pas du tout naturellement et l'une des règles à ma table, que je dis aux joueurs, c'est voilà, donc un bonus, c'est quand il y a des points supplémentaires et le contraire, c'est un malus et on l'utilise et si vous l'utilisez pas, vous pouvez arrêter de jouer avec moi. Bon, c'est une blague évidemment et les gens s'y prêtent assez rapidement parce que c'est un mot qui vient tout de suite à l'esprit quand on parle de quelque chose de négatif, c'est un malus. Mais oui, mais pour le coup, je trouve ça super intéressant de voir qu'il il y a des mots qui semblent évidents, effectivement, qui n'existent pas forcément. Moi, je m'étais déjà fait avoir avec quelques faux amis, avec des mots qui me viennent tout seuls parce que c'est le mot français qui me semble évident. Et dans la pratique, en fait, ça veut pas dire la même chose en anglais. Et oui, oui, donc je vois tout à fait l'idée. Tu as une expérience sur certains systèmes. Tu disais donc la 3.5, la cinquième Mmh mh. édition, c'est-à-dire Donjons et Dragons. Hem, Tu parlais de Stars Without Number, de de jeux comme ça. Est-ce que tu saurais me parler, par exemple, de l'ambiance générale, par exemple, d'une campagne que tu aurais menée ou de certains personnages spécifiques qui correspondent à soit des personnages qui t'ont beaucoup marqué et que tu as beaucoup aimé jouer, que tu as beaucoup aimé amener, Mmh mh. hem, soit des récurrences que tu as remarquées dans ton jeu? Mmh. Je pense que mes personnages, quand moi je joue un personnage, ce que j'aime bien développer, c'est une certaine ambivalence ou un paradoxe ou quelque chose d'inattendu et j'ai par exemple, à l'esprit un demi-orc, qui était artificier parce que les orques, ça aime la violence, tu vois? Mais en même temps qui avait un peu des origines aristocratiques et pour qui le raffinement et la politesse c'était important, mais tout en adorant les explosions et les choses qui se démolissent. Donc il y a ce paradoxe qui est présent ici. Heu ce la violence aussi qui va avec, un personnage plutôt beau, bon c'est un lieu commun assez courant je pense, la belle guerrière, qui pourtant, peut tuer quelqu'un, facilement, c'est quelque chose qu'on retrouve, assez souvent. Donc ce que je retrouve beaucoup dans mes personnages, c'est en effet un paradoxe ou une opposition entre 2 qualités ou une qualité et un défaut auquel on ne s'attend pas forcément et ça, peu importe le système d'ailleurs. Je trouve que c'est intéressant. Un, sniper, médic. Donc quelqu'un dont le travail c'est de tuer à distance mais qui pourtant, va, se rapprocher pour soigner également. J'aime bien mettre en scène des paradoxes. D'accord. C'est des choses que tu, explores à l'échelle de personnages et aussi à l'échelle de trames narratives plus larges? Est-ce que c'est quand tu penses une campagne, quand tu penses une histoire, un développement, tu vas aussi chercher à justement appuyer sur des contradictions, des oppositions pour voir justement où ça peut te mener? C'est intéressant que tu en parles parce que maintenant que j'y réfléchis, j'ai un peu le sentiment que c'est le cas en effet, que j'aime beaucoup que le méchant ce soit, en fait
quelqu'un, qui donne pas l'impression d'être le méchant ou que le enfin, c'est évidemment des lieux communs et des raccourcis ou que le gentil justement, ce soit, une créature un peu horrible qui ait besoin d'aide. Je pense, notamment, mon dernier, scénario, c'était un dragon qui, provoquait accidentellement des tremblements de terre et la raison pour laquelle il faisait ça, c'est parce qu'il était emprisonné dans ses rêves par quelqu'un d'autre. Donc le premier réflexe des aventuriers, c'était: «Est-ce qu'on doit tuer le dragon?» alors que non, c'est pas lui le méchant, c'est une victime, faut l'aider. Donc en effet, c'est des choses que j'aime bien également mettre en scène, j'ai le sentiment. Ce que je trouve aussi intéressant dans la définition de ces oppositions et de ces choses qui ne sont pas exactement ce qu'elles semblent être initialement, c'est la place qu'on va accorder à la violence ou à la compassion. Il y a une certaine place de la violence dans le jeu de rôle, une certaine place du fait qu'il va y avoir la bagarre, on va se taper dessus et des trucs comme ça. Je trouve que c'est intéressant l'exemple que tu m'as donné, puisque on part d'une situation où ce qui semble évident, c'est qu'on va se taper dessus, et à la place, tu amènes une issue de bienveillance, une issue de résolution de problèmes, de compréhension d'autrui, et tout ce genre de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose de conscient dans ta construction de ceci, ou est-ce que c'est juste que pour toi, c'est normal que le monde soit plus nuancé qu'il en est l'air? Alors, c'est pas du tout quelque chose que j'ai à l'esprit quand je construis un scénario. Ce que j'ai le la mise en avant de certaines valeurs. Ce que j'ai à l'esprit, c'est plutôt, un possible retournement de situation, quelque chose d'inattendu pour que les joueurs soient surpris, qu'ils restent, toujours un peu, attentifs et qu'ils ne se laissent pas aller, juste parce qu'il y a un dragon, c'est pas forcément lui le méchant de l'histoire. Peut-être que voilà, c'est lui la victime. Faut chercher un peu plus loin que les apparences, faut pas se fier aux apparences. Tu cherches à jouer aussi avec les attentes de ton groupe. Évidemment, je pense que c'est très important en tant que maître du jeu de, prendre les éléments que les joueurs nous donnent et de les incorporer à l'histoire. Et à terme de lier le background de leur personnage à la trame plus complète du scénario. Ça les Comme ça, ils s'investissent plus dans le jeu, évidemment. Est-ce que du coup, c'est quelque chose que tu construis spécifiquement avec certains PJ en tête? En te disant: «Ah, cette personne a telle attente en arrivant à cette table, cette personne arrive avec, telles habitudes et je l'ai déjà vu, fonctionner de telle façon et telle autre, et si je veux la prendre à revers, ça sera particulièrement pertinent de travailler sur cet aspect spécifique». Ou est-ce que tu as tendance à plutôt écrire des scénarios sans rapport spécial à une personne ou l'autre, en te disant que ça ferait une chouette histoire et ça prendrait de court n'importe qui? Plutôt la première option. Alors, je construis un scénario d'abord en lui-même, une trame assez simple et après quand les personnages développent un peu plus leur histoire, je prends des éléments dans l'histoire de leurs personnages pour les rattacher à la trame de mon scénario. Donc tout ça évidemment c'est en mouvance, hein, ça change à chaque fois, ça évolue en fonction des jeux. Il y a pas de fin officielle, établie avant le début du jeu à un scénario dans ma tête, c'est quelque chose qui se construit avec les joueurs. Je suis quand même assez intéressé par cette question de rapport à l'autre et de ce qu'on explore avec un groupe. Manifestement, tu dis qu'il y a toute une part de ton processus de construction et de ton processus de création narrative qui va dépendre de ce que font les gens en face et de ce que proposent les gens en face. Est-ce que tu as tendance à jouer avec des gens qui sont déjà des amis, qui sont déjà des proches? Ou est-ce que tu as plutôt tendance à jouer avec des gens qui cherchent une table et qui sont pas forcément des potes au départ, et avec qui, par la grâce du jeu, par, l'affinité qu'on construit en jouant, deviennent plus tard des amis? Je pense que comme je suis expatriée, la question elle est un peu la réponse est un mélange des 2 en fait. Donc j'ai commencé à jouer pour, rencontrer des gens parce que, quand on est, un adulte à l'étranger, c'est un petit peu difficile de faire des rencontres. Au fur et à mesure de ces jeux, certains des joueurs deviennent des amis qu'on incorpore à d'autres tables dans lesquelles il y a des nouveaux venus qu'on connaît pas et avec lesquels on fait connaissance. Donc c'est un mélange des 2. Je trouve intéressant le fait que tu rattaches ça à ton expatriation, parce que un des sujets qui me turlupine, c'est le fait de se faire des amis à l'âge adulte. Mmh. Je trouve que c'est extraordinairement compliqué. J'ai C'est plus l'impression que, facile pour moi parce que je suis une femme, je pense. possible. Ça a d'autres aspects qui peuvent être compliqués pour d'autres ou quoi, mais Mmh. j'ai cette sensation que
construire des amitiés, construire des liens à l'âge adulte est quelque chose de complexe et Mmh. que avoir un loisir donne effectivement un axe qui permet d'aller vers ça. Et je trouve ça intéressant que tu relis ça à ton expatriation, parce que l'expatriation, effectivement, c'est une circonstance de vie qui t'amène à être plus isolé que si tu étais dans un endroit où tu as toujours vécu, par exemple. De mon côté, je sais que j'ai vu énormément de gens qui, en restant dans le même endroit et en restant dans leur zone de confort culturel, en tout cas, ont ce problème d'avoir du mal à aller vers des gens et qui, du coup, vont s'appuyer sur, par exemple, le jeu de rôle. Tu disais que tu joues avec d'autres gens qui ne sont pas non plus des anglophones natifs. Est-ce que tu es allé vers des communautés expatriées pour le jeu, justement? Alors pas directement, la manière dont j'essaye de faire des rencontres en tant qu'adulte expatrié, c'est tout d'abord par, des groupes, dédiés, sur Facebook quand j'avais encore Facebook, plutôt orientés, groupe de femmes pour la sécurité, au tout début évidemment. Et bon, bah, c'est, hit or miss, hein, ce genre de situation. Il y a vraiment des affinités particulières. Ensuite, j'ai essayé, Tinder, mais sans être intéressée pour faire des rencontres amoureuses, ça a pas forcément donné beaucoup. Et enfin, je me suis rapprochée en effet de groupes spécialisés, mais pas pour expatriés, juste pour le jeu en disant: «Hé, je suis une expatriée, qui veut être amie avec moi? Je peux être maître du jeu si vous voulez, il y a pas de problème», et ça a plutôt bien marché. Tu m'as aussi dit que ces dernières années, tu as moins joué qu'à d'autres époques. Oui, je pense que la pandémie a beaucoup impacté tout le monde de manière générale. Ah, parce que Et du coup, tu jouais en IRL? oui, oui, j'invitais les gens dans mon salon, c'était agréable. Je pense que jouer en ligne, c'est bien, hein, il y a pas de problème, mais bon, j'ai tendance à être un peu distraite par d'autres choses. J'ai 2 écrans, j'ai un téléphone, j'ai un chat. C'est assez facile d'être distrait et de pas forcément être aussi bien investi dans un jeu, en tant que joueur ou en tant que maître du jeu d'ailleurs. Alors que quand tu invites des gens pour faire une partie, ça devient un événement. C'est un peu comme une soirée, c'est une soirée d'ailleurs. Tu les invites, il y a un peu à bouffer, il y a un peu à boire, on s'amuse bien, on crée une histoire ensemble, on crée des bons souvenirs. Parfois on se dispute sur des trucs nuls, parfois on rigole ensemble, d'un événement amusant, et je pense que c'est, beaucoup plus immersif pour les joueurs ou pour le maître d'ailleurs, que de jouer en ligne. Et si j à quitte à choisir, je préfère jouer en présentiel. D'accord, c'est super intéressant pour le coup, ça me parle beaucoup dans la mesure où, l'essentiel de ma propre pratique était, en présentiel jusqu'à la pandémie et la pandémie a fait complètement basculer ma pratique et j'aurais la possibilité de voir des gens. J'ai perdu mes marques de ce côté-là et du coup, ces dernières années, c'est quelque chose qui fait moins partie de ta vie puisque effectivement, tu as moins d'affinité avec le jeu en ligne et tu as dû, laisser le jeu en présentiel de côté pendant un temps Mmh pour mh. cause de fin du monde et ça a été quelque chose du coup qui est jamais tout à fait revenu. Alors, parce que j'ai un peu évolué professionnellement, enfin, il s'est passé d'autres choses évidemment à côté, mais aussi, l'idée de base que j'avais quand je me suis rapprochée de ces groupes pour jouer et que j'ai essayé de faire des rencontres, c'était de sortir un peu de chez moi. Parce que comme je travaille à la maison, et que j'étais expatriée, j'avais pas de famille ici. Moi, je voyais pas forcément beaucoup de monde, et des relations en ligne, j'en ai déjà. J'ai déjà, mes amis en France, ma famille en France, avec qui je garde des contacts, par le biais d'internet, et j'ai pas forcément envie de cultiver plus de contacts en ligne, sachant que mon travail également est là en ligne. Tous mes partenaires commerciaux communiquent en ligne. Je voulais sortir de chez moi, je voulais voir des gens, je voulais découvrir un peu la ville, je voulais m'imprégner un peu de la culture, et c'est pour ça que jouer en présentiel, pour moi, c'était important. Jouer en ligne, je peux très bien le faire avec mes amis en France, mais j'ai pas envie de le faire comme ça. J'ai envie de faire de nouvelles rencontres. D'accord. C'est super intéressant du coup parce que ça inscrit le loisir dans l'espace où tu habites, pas seulement dans quelque chose de qui se passe dans l'esprit uniquement et qui nourrit l'esprit comme lire un livre, mais vraiment comme quelque chose de social. On a démarré cette discussion autour du fait que le jeu de rôle, c'est avant tout quelque chose qui te sert à t'évader, qui te sert à voir autre chose, qui te sert à
à avoir des points de vue qui sont pétillants, intéressants, autour de ça. Là, du coup, ce que tu me dis, c'est que le jeu de rôle te sert à ça, mais dans la pratique, va devoir exister avant tout dans l'espace physique autour de toi. Alors c'est pas obligatoire, mais c'est une plus-value pour moi. J'entends, j'entends. C'est en tout cas ce que tu cherches. Oui, c'est une construction personnelle parce que tu joues au jeu de rôle car tu en retires quelque chose de l'ordre personnel, comme tous les loisirs, comme tous les hobbies que tu peux avoir. Tu les fais parce qu'ils te donnent quelque chose à toi personnellement, mais c'est aussi, par sa nature, une activité sociale que tu fais avec d'autres personnes et je pense que, si tu n'essayes pas de construire quelque chose avec tes joueurs ou toi avec ton maître du jeu, tu perds un peu le principe de ce jeu qui est un jeu social, qui est un jeu, communautaire où tu joues ensemble, vous construisez ensemble. Donc en effet, tu en tires quelque chose pour toi, mais tu construis ça avec d'autres personnes et après le lieu où ça prend place, bon, bah, ça dépend des préférences. D'autres personnes vont préférer jouer entièrement en ligne parce qu'ils veulent pas, faire le trajet, ramener, leurs fiches de personnages qu'ils ont perdues et cetera. Et pour moi, bon, c'est plutôt un événement social. Je vais m'habiller, différemment peut-être, si on peut se mettre en costume, c'est encore mieux parce que se déguiser quand tu es adulte, c'est assez rare et le jeu de rôle, c'est la parfaite occasion de le faire. Donc c'est quelque chose, que tu fais avec d'autres personnes, de social. Excellent. C'était une bonne occasion, du coup, de sortir de chez toi, de faire des choses. Est-ce que, à part ces 3 dernières années, qui ont donc été un peu compliquées pour les raisons qu'on a évoquées, tu as eu d'autres périodes dans ta vie sans jeu? Des périodes, des dry spells? Oh, mes années de master, pas le temps. Pendant mes études, c'était un peu compliqué. En fait, j'ai joué beaucoup quand j'étais, au lycée. J'ai joué beaucoup quand j'étais un peu jeune adulte genre 18-19 ans, pas tout à fait adulte en fait. Après, j'ai dû arrêter pour des raisons le travail, hein, les études, c'est un peu compliqué et j'ai repris, en m'expatriant. Est-ce que c'était quelque chose qui te manquait à ce moment-là? Oui, oui, beaucoup. Tu y pensais, ça te restait en tête, tu avais encore envie de ça, mais juste pas vraiment la possibilité, c'est ça? Exactement, oui. Bah, là, en ce moment, c'est la même chose aussi. Je crois que j'ai pas joué depuis plus de 6 mois et ça gratte un peu, tu vois? C'est il faut la dose. Non, bien sûr. Toi et moi, du coup, on s'est rencontrés en ligne et dans le fait d'avoir une identité en ligne, il y a aussi le fait, pour des questions assez élémentaires de sécurité, de tenir à son anonymat, de faire un Mmh. peu attention à pas trop se mettre, à découvert et je je trouve très intéressante la question de l'anonymat en ligne, puisque on se construit aussi une identité parallèle avec un anonymat. Est-ce que tu retrouves une part de création de personnages et de création d'une identité alternative dans cet anonymat en ligne? Mmh. Je pense que c'est une question particulière que tu me poses ici, étant donné les circonstances de notre rencontre sur internet. Évidemment, ça te donne une toile vierge sur laquelle tu peux travailler et quand tu peux être n'importe qui, moi je pense que l'idéal c'est d'être une bonne personne et d'essayer de faire du bien autour de soi. Après, la manière dont on décide de se présenter en ligne, elle va aussi dépendre de ce que tu veux faire en ligne. Parce qu'internet, c'est comme un marteau, c'est un outil, ça dépend ce que tu en fais et l'identité que tu décides de prendre, elle est liée, je pense, à ce que tu fais de cet outil. Sur internet, on est amené à pouvoir mettre en avant beaucoup de soi-même, de ce qu'on veut, de ce qu'on veut favoriser autour de soi et tout ce genre de choses. On on cherche néanmoins à parfois poser un personnage, poser un Mmh. un cadre, poser une, Une meilleure version de nous-mêmes. possible. Je me suis rendu compte, par exemple, il y a pas si longtemps que ça, que, sur internet, sur Twitter, par exemple, il y a des gens qui me suivent, il y a pas mal de gens qui me suivent et que donc j'ai une certaine responsabilité par rapport à ce que je mets en avant. Alors que bon, je suis pas exactement dans un cas d'anonymat à titre personnel puisque j'ai à peu près aucune pudeur par rapport à ma propre identité, mais je veux quand même faire attention à qu'est-ce que c'est que cette
cette persona, cette personnalité que je mets en avant. Qui est-ce que je suis prêt à fâcher ou pas, qui est-ce que j'ai envie de remettre à sa place ou pas. Et, euh, et somme toute, effectivement, à partir du moment où on a des gens qui nous écoutent et qui prennent en compte la personnalité qu'on met en avant en ligne, euh, on se retrouve aussi à devoir faire attention à un personnage tel qu'on le crée. Je suis un peu d'accord avec toi. Alors c'est très particulier ce que tu es en train de me demander parce que j'ai pas de réseaux sociaux personnels, par exemple. Le seul réseau social que j'ai, c'est pour, mon activité de voice actress, par exemple, où, du coup la posture que je prends et ce que je partage est très particulier et il y a quand même un certain objectif derrière. Il y a une posture qu'on prend parce qu'on souhaite atteindre un certain but et je suis pas simplement un personnage, pardon, pas un personnage, mais une personne privée qui va avoir son compte avec ses amis, par exemple. J'ai pas de présence en ligne comme ça. Par conséquent, ce que j'ai pas forcément de forum sur lequel je peux juste partager mes idées et dire ce que je pense, de manière générale au quotidien. C'est super intéressant parce que du coup, dans la question telle que je te la posais, j'imaginais un écart entre une présence en ligne perso et une présence en ligne jouée. Mmh. Et c'est pas le cas. Non. Ah, d'accord. Du coup, effectivement, on n'est pas du tout sur le même écart entre personnages et joueurs, en quelque sorte. Le conte par lequel que tu me connais, c'est déjà un peu un personnage, même s'il y a beaucoup de choses qui sont moi, il y a beaucoup de choses qui sont réelles et c'est beaucoup de mes vraies affinités et de mes vraies préférences qui sont présentées. J'ai pas de compte personnel, en fait. J'ai pas Facebook, j'ai pas Instagram, j'ai pas de trucs comme ça. C'est quelque chose de drôlement intéressant parce que justement, j'ai un ami qui me dit souvent qu'un de ses problèmes avec le jeu de rôle, c'est l'énergie que ça lui demande d'arriver à gérer deux niveaux sociaux à la fois. Ça lui demande une très grande énergie d'arriver à faire attention à ce que lui, il fait autour de la table avec d'autres gens, en même temps que ce que son personnage agit avec les autres personnages. Ce serait intéressant de savoir s'il a un passé un peu traumatique. Dans le sens, est-ce qu'il a vécu certains traumas dans son enfance ou est-ce que justement il en a pas vécu et par conséquent pour lui, c'est plus difficile de compartimentaliser parce qu'il a pas forcément vécu ces traumas? Sans vouloir, bien sûr, supputer sur son expérience personnelle. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. De fait, c'est une personne qui a dans sa vie ce qu'on appelle du masking Mmh et mh. qui a l'habitude effectivement pour passer en société, Mmh. de mettre au second plan tout un ensemble de choses et de présenter un visage qu'on attend de lui. Mmh, c'est étrange dans ce cas-là parce que ça devrait être plutôt facile, je pense, dans ce cas d'alterner, les personnages, mais Le OK, truc, c'est très que bien. le masking, il sait le faire, mais c'est pas quelque chose de confortable. D'accord, OK. OK, non, ça a du sens. Du coup, ça reste quelque chose d'intéressant à mon sens à voir. Du coup, effectivement, tu fais donc partie de ces gens qui compartimentent très bien dans leur vie en ligne. J'aimerais quand même te poser une question un peu pour commencer un peu à clore tout ça. Euh, Est-ce que tu dirais que la pratique du JDR est un genre de miroir tendu pour toi? Est-ce que ça te permet de voir quelque chose de toi? Ou est-ce qu'au contraire, on est vraiment purement dans le monde de la fiction la plus totale, sans rapport avec quoi que ce soit, et que c'est une évasion qui n'a pas de lien avec ton identité? Non, je pense que c'est une forme de miroir, qui peut avoir plusieurs objectifs ou plusieurs fonctions. Un miroir qui peut, sublimer certaines qualités ou certains défauts, par exemple. Un miroir, qui aurait plutôt tendance à vouloir corriger certaines choses, quelque chose que tu n'aimes pas par rapport à toi ou à la manière dont tu te comportes, que tu vas essayer de corriger dans un personnage, dans son arc, d'évolution. Ça peut être, l'occasion d'exacerber des choses, des défauts, des qualités. J'en reviens beaucoup aux défauts, aux qualités parce que c'est par là que je construis mes personnages, mais d'autres personnes le font différemment évidemment.
Et ça peut être également une manière de souhaiter, de mettre en scène, un souhait, une évolution possible qui peut être intéressante. Donc pour moi, c'est très proche du réel, tout en gardant évidemment une dimension fantastique. Est-ce que tu as déjà fait l'expérience d'un moment dans ta vie où l'illustration du JDR, quelque chose que tu aurais vécu en JDR, apporte une lumière sur ce que tu vis? Mmh, j'en ai pas vraiment le sentiment que ce soit déjà arrivé. J'ai une dernière petite question pour toi. Mmh mh. Quelle question aurais-tu aimé que je te pose? Ah, c'est une bonne question ça. Hem, est-ce que j'ai observé, ce genre de parallèle chez mes joueurs, par exemple? La proximité ou la différence entre leur, propre personnage et eux qui ils sont en tant que personne? Ça aurait pu être une question amusante parce qu'en effet, j'ai observé des parallèles assez Alors intéressants entre, non seulement je te pose la question, mais surtout je vais aller un cran plus loin. Est-ce que tu as déjà observé du coup ces parallèles entre tes joueurs et leurs personnages? Mais surtout, est-ce que ça a été quelque chose de conscient de ta part? Est-ce que tu as cherché à jouer avec ces parallèles-là à partir du moment où tu en as eu conscience, à partir du moment où tu as senti peut-être une récurrence, un jeu particulier de la part d'un de tes joueurs? Est-ce que tu as cherché à aller dans ce sens-là pour explorer justement ce rapport-là? Alors, j'ai en effet observé certains parallèles entre les personnages de mes joueurs et mes joueurs, et pour la plupart, je pense pas que ce soit, quelque chose de conscient de leur part, et c'est les mêmes choses, que j'ai déjà exprimées. C'est, des souhaits, de la mise en scène, des choses qu'on aimerait qu'il nous arrive à nous ou à eux en l'occurrence, l'exacerbation de certaines qualités ou de certains défauts personnels, et j'en ai pas joué parce que c'est pas forcément le propos pendant une partie, mais c'est toujours amusant à remarquer. Ah, c'est intéressant, tu n'as pas spécialement cherché à jouer de ça. Pourquoi je le ferais? Justement, je me rends compte que de mon côté, dans mes habitudes, quand je trouve ce genre de choses, je le vois justement comme une occasion rêvée d'aller explorer ça, d'aller titiller quelque chose de ce côté-là, soit pour offrir du wish fulfillment à Mmh la mh. personne en face, soit pour, même tout simplement dans le cadre d'un arc narratif, défier certains éléments, pas forcément pour genre mettre la personne mal à l'aise, mais juste, Mmh. à partir du moment où je me rends compte qu'il y a une conscience de ça, prendre aussi ceci comme une je vais dire un gros mot, mais une commande. Mmh. Tu mets le doigt sur, quelque chose d'important, c'est sur le fait que la personne soit mal à l'aise en face, et quand tu es dans une situation comme ça, interculturelle, où l'anglais c'est une langue de communication et que tout le monde a non seulement sa propre langue, mais sa propre culture, il y a des réserves à avoir. Il y a des postures à D'accord. prendre. Je pense que c'est pas mon rôle en tant que maîtresse du jeu single out, de mettre sur, words, de mettre un joueur dans une mauvaise posture en lui disant: «Hey, regarde ton personnage, c'est totalement, toi, c'est trop la qualité que tu aimerais avoir ou c'est trop un de tes défauts. Est-ce que tu as fait ça volontairement ou pas?» Et après mettre ça en plus dans la trame narrative, ça peut être dangereux, et c'est pour cette raison que c'est pas quelque chose que je ferais. Je comprends. C'est super intéressant et de fait, on a besoin d'une certaine, réserve effectivement, quand on manipule, des situations comme effectivement un écart culturel. J'y avais pas du tout pensé, mais c'est vrai que c'est très juste. Écoute, merci beaucoup en tout cas pour cet échange. C'est tout ce que j'en espérais et un peu mieux et Ce fut un plaisir. écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ton intervention ici. C'était donc un épisode de Perso pour Capsule. C'était Perso, une production Capsule.